Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 28 janvier 2023. Cette semaine, on va parler de hardware, de matériel high-tech et notamment de hardware français. Pour commencer, on va s'intéresser aux robots. Où en sont vraiment les robots humanoïdes ? Beaucoup de promesses, mais pas encore de révolution. On fera connaissance avec un petit robot français plein d'ambition, Miroki de la société Enchanted Tools. On va également se pencher sur la question du poids environnemental des ordinateurs. 54 millions de tonnes de déchets électroniques chaque année dans le monde. Alors face à cela, des initiatives. Par exemple, l'entreprise française Miraccess qui a inventé un système pour utiliser son smartphone à la place de son ordinateur. Et puis la marque Dell qui travaille sur un projet ambitieux d'ordinateur 50% moins polluant, le projet Luna. Avant cela, comme d'habitude, l'actu et l'innovation de la semaine. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 76. Monde Numérique, Jérôme Colombin. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec d'abord quelques nouvelles de l'intelligence artificielle ChatGPT. Le chatbot de la société OpenAI, dont on a déjà abondamment parlé dans l'épisode précédent de Monde Numérique l'hebdo, et qui continue de faire parler de lui. D'abord avec l'annonce cette semaine d'une version payante de ChatGPT. ChatGPT Pro, avec un prix initial plutôt élevé, $42 par mois. Et en échange, on pourra avoir des réponses plus rapides et en plus, on ne sera pas bloqué à la porte pour cause de saturation, comme c'est souvent le cas avec la version gratuite. Alors comme son nom l'indique, cette version ChatGPT Pro est destinée à ceux qui veulent vraiment faire une utilisation professionnelle du chatbot d'intelligence artificielle. Mais pas de panique si vous l'utilisez, la version gratuite, plus lente et soumise à des ralentissements, reste cependant accessible. ChatGPT pour lequel le géant Microsoft continue de marquer son intérêt. Alors Microsoft est déjà actionnaire de la compagnie OpenAI, qui édite ChatGPT, mais la firme américaine a décidé de renforcer sa participation et d'investir plusieurs milliards de dollars dans le fameux outil. On parle d'un objectif final de 10 milliards de dollars. Microsoft prévoirait d'intégrer ChatGPT dans ses outils bureautiques, la suite Office, et aussi dans son moteur de recherche Bing, afin de rendre la recherche sur le web réellement intelligente et interactive. Ce sera une vraie tendance, certainement pour le futur. D'ailleurs, face à cette perspective de recherche web réinventée, il y en a un qui s'inquiète un peu, apparemment, c'est Google. Google, la firme de Mountain View, a été prise de court, semble-t-il, par le boom de l'intelligence artificielle ChatGPT, alors qu'on sait que Google travaille également sur une IA conversationnelle baptisée Palm, mais qui n'est pas accessible pour l'instant au public. Alors que prépare Google ? En tout cas, ils ont rappelé dardard les fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, pour préparer la contre-offensive. Pendant ce temps-là, ChatGPT est en train de devenir le cauchemar du monde de l'enseignement. D'abord, voilà que l'IA passe des examens et elle s'en sort ou il s'en sort plutôt pas mal. Aux États-Unis, ChatGPT a réussi un examen de médecine et un autre de management et elle a obtenu des notes pas exceptionnelles mais honorables. Voilà, l'outil est donc, on le sait, formidable pour réaliser des synthèses, des argumentaires en béton. Mais en revanche, attention, il n'est pas bon du tout pour faire des équations. ChatGPT serait carrément nul en maths. Bon, cela n'empêche pas de plus en plus d'étudiants et de lycéens d'utiliser ChatGPT pour faire leurs devoirs. Et c'est un peu la panique apparemment dans les facs et dans les écoles avec des réactions radicales. On a déjà parlé de l'interdiction pure et simple dans les écoles à New York. En France, pareil, Sciences Po vient à son tour d'interdire strictement l'utilisation de ChatGPT par ses étudiants. Bon, le problème, c'est que c'est difficilement détectable, sauf parce que apparemment l'outil génère des travaux de tellement bonne qualité que c'est presque trop beau pour être vrai, et c'est ce qui met la puce à l'oreille des correcteurs. Mais il y a également l'effet pervers, c'est celui des faux positifs, c'est-à-dire des étudiants qui sont accusés d'avoir utilisé ChatGPT alors que ce n'est pas le cas. On voit bien qu'on est vraiment au cœur du problème qu'on évoquait dans ce podcast dès le lancement de ChatGPT. C'est un véritable tsunami pour le monde de l'éducation. Alors face à ça, que va-t-il se passer ? La réaction hyper défensive à laquelle on assiste
est-elle vraiment la bonne ? Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire se saisir de ce nouvel outil qui finalement est un peu comme une calculatrice ou un correcteur orthographique, c'est-à-dire une aide pour les étudiants ? Mais évidemment, ça casse un peu la logique traditionnelle de l'enseignement. On sent bien qu'il va se passer des choses dans ce domaine et les pauvres professeurs ne sont pas sortis de l'auberge. Les influenceurs sont dans le collimateur des pouvoirs publics et de la justice. Les influenceurs, ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui font de la publicité pour toutes sortes de produits, des vêtements, des cosmétiques et même des produits financiers, ils font couler beaucoup d'encre en ce moment car il y aurait visiblement des abus. Le coup est parti il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, du rappeur Booba qui s'en est pris à ceux qu'il appelle les influ-voleurs, des influenceurs peu scrupuleux qui vendent n'importe quoi à n'importe qui en faisant miroiter toutes sortes de choses et notamment la promesse de gagner de l'argent facilement, par exemple avec des placements. Et puis les choses sont devenues un peu plus concrètes en début de semaine avec l'annonce du dépôt de 88 plaintes émanant de personnes qui s'estiment victimes d'influenceurs. Elles auraient perdu de l'argent en suivant des conseils, notamment pour faire du trading en ligne. Un collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, AVI, s'est créé. Dans le collimateur notamment, le couple d'influenceurs Marc et Nadé Blata, installés à Dubaï, et qui ferait miroiter monts et merveilles à des personnes un peu crédules. Le gouvernement, de son côté, a engagé récemment, il y a quelques semaines, des consultations avec les professionnels du secteur pour tenter d'y voir un peu plus clair. Et puis, pour essayer de se défendre et de faire un peu de ménage aussi dans la profession, une fédération professionnelle de l'influence vient d'être créée. Voilà, on en est là. Et puis, c'est pas fini. Le Parlement pourrait être amené à examiner prochainement une proposition de loi qui viserait notamment à instaurer un statut juridique pour les influenceurs. Et puis, ça serait également l'occasion d'interdire de manière claire la promotion de certains produits comme des investissements financiers ou des médicaments. Même si, et il faut le rappeler, les influenceurs tombent déjà en réalité sous le coup de la réglementation en matière de publicité qui interdit de faire n'importe quoi. Et puis, il y a aussi des secteurs qui sont réglementés pour lesquels on n'a pas le droit de s'improviser, par exemple conseiller en gestion de patrimoine ou en placement financier. On est donc peut-être à la veille d'une nouvelle ère en ce qui concerne les influenceurs et on peut dire que ça ne ferait pas de mal de faire un peu de ménage. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est une trouvaille qui va peut-être changer la manière dont nous faisons des visioconférences. Tout le monde a déjà fait l'expérience de ces séances de visio qui sont énervantes, fatigantes, à cause des problèmes de son, d'image et en plus d'un problème inhérent aux visioconférences par ordinateur, c'est le fait que lorsqu'un interlocuteur vous parle en visio, contrairement à la vie réelle, il ne vous regarde jamais dans les yeux. Ça n'a l'air de rien, mais ça casse en réalité les codes de la relation entre les personnes. En effet, pour donner l'impression qu'on regarde quelqu'un dans les yeux, il faut regarder la caméra. Mais en général, quand on est en visio, on regarde plutôt son écran, qui est en dessous ou à côté, pour voir l'image de son interlocuteur ou pour lire des documents. Alors, comme il n'est pas possible, malheureusement, de mettre un objectif de caméra derrière l'écran, où ça a été fait, mais c'est pas très probant, le fabricant de cartes graphiques Nvidia, lui, a eu une idée, et il a présenté cette semaine un système baptisé Eye Contact, qui donne l'impression de regarder quelqu'un droit dans les yeux, même quand on regarde ailleurs. Comment ? Grâce à l'intelligence artificielle. Et oui, Eye Contact utilise le même principe que les deepfakes, qui consistent à plaquer un visage sur un autre corps. Là, c'est une image de vos vrais yeux qui sont collés sur vos pupilles. Et ainsi, même si vous êtes en train de regarder ailleurs, votre interlocuteur a l'impression que vous le regardez droit dans les yeux. Alors l'effet est assez réaliste, si on en croit les vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, même s'il y a quelquefois des petites sautes qui trahissent le fait que on utilise un système qui n'est pas tout à fait naturel. En tout cas, ça marche même si on porte des lunettes, ça c'est plutôt un point positif. Bien sûr, certains pourront trouver ça bizarre, un peu contre nature, mais moi je pense personnellement que ça peut mettre un peu de convivialité dans les échanges en visio, et c'est une technique que j'attendais depuis longtemps. Ça intéressera aussi les streamers qui peuvent ainsi s'adresser véritablement à leur audience tout en regardant autre chose que leurs écrans. On verra donc à l'usage si ça rentre dans les mœurs, ou au contraire si ça énerve tout le monde, c'est possible aussi. Voilà donc Eye Contact de Nvidia. Alors c'est une fonction qui est inclue dans le logiciel de diffusion qui s'appelle Nvidia Broadcast. À noter que ça ne fonctionne que sur PC, sous Windows et pas sur Mac.
Il se déplace sur une grosse boule, un peu comme BB-8 dans Star Wars. Il peut porter certains objets grâce à des pinces au bout des bras. Il n'est pas très grand, à peine 1m20. Il s'appelle Miroki. C'est un petit robot français dont j'ai fait la connaissance récemment et dont je voulais vous parler, car c'est intéressant à plus d'un titre. D'abord, c'est l'occasion de parler un peu de robots dans le monde numérique. Les robots, ça devient une réalité, et en même temps, on est encore tellement loin des promesses des films de science-fiction. Pourquoi ? Parce que la robotique, c'est compliqué, très compliqué. Alors, Miroki a aussi une particularité, il a l'air sympathique, grâce à une bouille qui semble tirée d'une BD ou d'un jeu vidéo. Bon, il n'est pas totalement au point, si on ne le tient pas, il se casse la figure, mais c'est pas grave, cela fait partie de ces projets de robots pleins de promesses. Il faut savoir que les Français sont plutôt bons en robotique. Miroki a été développé par une société qui s'appelle Enchanted Tools, créée à Paris, par des anciens de la société Aldébaran, maison mère du petit robot Pepper. Alors à quoi peut servir un robot comme ça ? Dans combien de temps sera-t-il réellement opérationnel ? Et pourquoi est-ce que c'est important de faire des robots sympathiques ? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré l'un des papas de Miroki. Bonjour Jérôme Monceau. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de la société Enchanted Tools et on va donc parler de ce robot étonnant qui est devant nous. Il est très sympathique, il a une bouille rieuse qui est simulée par un écran sur sa tête ronde. Comment est-ce qu'on peut le décrire ce robot ? Alors c'est un robot sympa déjà, mais on a beaucoup travaillé sur des principes d'apparence de vie. C'est-à-dire comment, vous voyez là on est en interaction tous les deux, je vous regarde dans les yeux, vous souriez, je souris, vous bougez un peu la tête, je vais le faire aussi d'une certaine façon, pas exactement la même que la vôtre. Et on a travaillé sur tous ces petits phénomènes qui nous donnent la sensation qu'on existe aux yeux de l'autre. Et ça c'est une originalité très très forte que vous ne retrouvez dans aucun robot et qui pourtant est strictement nécessaire à une interaction de qualité. Il faut dire que vous venez d'une société française spécialisée et qui avait déjà de belles choses à son actif. C'est l'entreprise Aldébaran qui avait créé le robot Pepper, qui aujourd'hui est parti vers d'autres cieux, du côté du Japon notamment. Donc vous avez une vraie expertise et c'est ça que vous avez voulu, ce sur quoi vous avez voulu capitaliser. Oui, exactement. Alors, j'ai participé à la fondation d'Aldébaran Robotique et puis après, j'ai porté le développement du robot Nao et surtout du robot Pepper dans des échelles industrielles importantes. On était 500 personnes. Moi, j'étais amené à coordonner 300 personnes sur du hardware et du software à la fin de mon activité là-bas. Et Pepper, c'est un super robot parce que ça a permis aux gens de rencontrer pour la première fois des robots et puis satisfaire un peu, si vous voulez, ce fantasme. Mais c'est un robot qui n'a pas réussi à s'installer dans un usage quotidien. Donc moi, mon enjeu à la fin de ce robot-là, c'était justement d'apprendre de tout ce qu'on avait vu, la qualité de l'interaction, comment on fait pour qu'ils prennent des objets, pour qu'ils soient utiles au quotidien, et comment on fait pour qu'ils se déplacent bien dans un environnement social, apprendre de tout ça, rebâtir complètement un robot et recommencer from scratch depuis le début en créant une entreprise, en créant le robot pour aller justement porter encore cet espoir, aller un petit peu plus loin dans ce que peut être ces robots si particuliers que sont les robots humanoïdes. Alors que peut-il faire ce robot concrètement ? Alors, il y a deux grandes fonctions. Il y a une fonction, on va dire, rationnelle et une fonction irrationnelle. La fonction rationnelle, c'est du déplacement automatique d'objets en milieu social. Donc, vous avez vu les robots d'Amazon dans les hangars qui déplacent automatiquement des armoires ou des objets. Ils le font alors qu'il n'y a personne autour. Et pourtant, c'est super efficace. Ça rend l'outil très robuste et très traçable. On sait ce qui s'est passé. Eh bien, toutes ces techniques-là, si on était capable de les appliquer dans des endroits où les gens travaillent vraiment, je veux dire, vous, moi, nos parents, nos sœurs, nos oncles, etc. Comme un hôpital, comme une maison de retraite, comme une clinique, comme un restaurant, un bar, etc. Eh bien, on arriverait à les aider dans leur quotidien, sachant que la pénibilité et les horaires horribles et tout ce qui ne va pas bien avec ces métiers-là sont souvent associés à des organisations dépendantes du déplacement d'objets. Donc c'est pour ça que c'est important de le rendre sympathique, convivial. On peut aussi même le bouger presque comme un meuble. Oui, alors c'est vrai. Alors la deuxième fonction dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas une fonction donc déplacement d'objets à proprement parler, c'est une fonction d'apporter du merveilleux dans le quotidien. Voilà, c'est un truc qui m'est cher. Vous savez que dans un hôpital, c'est pas tout le temps merveilleux. Il y a des tonnes de trucs qui se passent qui sont pas cool quoi dans un hôpital. Et si on peut ramener un sourire, si on peut ramener un espoir dans ces endroits-là avec un petit personnage qui tout droit sorti d'un dessin animé vient dans le monde où on habite réaliser une fonction pour laquelle il est utile et qui justifie son achat, mais en même temps de nous ramener un peu de merveilleux, eh bien c'est bien. Ensuite, le robot, il a été conçu
pas pour la gouvernance des institutions, mais vraiment pour les gens qui y travaillent. Prenez le cas d'une aide-soignante, par exemple, dans un hôpital, elle passe avec un chariot et là, il y a un robot. Mais comment ça va se passer aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est qu'elle peut pas. Elle est obligée de sortir son téléphone portable, lancer l'application, se connecter en Bluetooth au robot, ou alors au mieux, le concepteur du robot, il a prévu les petites flèches pour le déplacer, mais c'est horrible. On veut pas ça. Ce qu'on veut faire, c'est mettre la main sur le robot et le déplacer. Eh bien, mine de rien, ça peut paraître simple, mais il n'y a pas un seul robot qui le fait. Et donc nous, la raison pour laquelle ce robot il est monté en équilibre sur une boule, on dit que c'est un pendule inverse et qu'il se stabilise en permanence, c'est pour garantir qu'au moindre effort extérieur, donc typiquement l'opérateur qui bouge le robot, eh bien le robot va l'accompagner aussi simplement que ça. Justement, ce système de boule là qui est assez, on n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Il est en équilibre sur sa boule grâce à un système gyroscopique, j'imagine. Oui, effectivement. Alors la boule, elle fait 26 cm de diamètre. Il y a 3 moteurs qui sont dessus avec des roues un peu spéciales qui permettent d'entraîner dans un sens et de laisser tourner la boule dans l'autre sens. Et on a un gyroscope, on a des accéléromètres et tout un tas d'équipements qui permettent de savoir, dès que la plateforme s'incline dans une direction ou une autre, comment on doit faire pour que la boule vienne s'équilibrer et garder la projection de centre de masse au-dessus du point de contact avec le sol. Alors ça donne quelque chose de très très fluide. Le robot est beau quand il se déplace, hein. Il s'incline légèrement, quand il bouge les mains en avant, eh bien son corps recule légèrement en arrière. Ça se fait très naturellement et c'est très stable. C'est très stable et très pratique. Alors bien sûr, si vous le poussez un peu, il va se déplacer. Si vous le poussez beaucoup, il risque de tomber. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs mécanismes de protection. Le premier, c'est qu'il est capable de déployer un système de stabilisation passif. Donc à la base, on a des sortes de petits bras comme ça qui viennent se poser sur le sol et qui viennent ancrer le robot dans le sol. Mais si vous le poussez encore plus fort, eh ben, évidemment, il va tomber. Il faudra pousser fort quand même, hein. Mais il va tomber. Et donc dans ce cas-là, toutes les coques qui sont son revêtement sont pas faites en plastique comme vous voyez encore une fois sur la plupart des robots. Elles sont faites en matière souple qui permettent d'encaisser, de dissiper l'énergie d'impact. Donc, c'est-à-dire quand le robot va toucher le sol, eh bien, l'énergie de l'impact va se diffuser dans les coques qui sont là. On envisage même de mettre des airbags à 2-3 moments, des airbags qui se rechargent tout seuls à 2-3 endroits pour protéger à la fois l'environnement et en même temps le robot lui-même, évidemment. Alors c'est formidable parce que quand on voit un petit robot comme ça, on a plein de questions à vous poser sur le fonctionnement, sur les fonctions, etc. Alors par exemple, sur ce qu'il peut faire, vous avez dit à l'hôpital, il est plus agréable, plus souriant, etc. Mais ce qui peut se rendre utile également. Ah oui. Alors, pour le design de ce robot-là, on a choisi d'aborder le robot avec 3 simplifications radicales. La première simplification, c'est si j'ai besoin de le bouger, je le bouge. Alors, c'est complexe pour nous les ingénieurs, parce que du coup, il a fallu qu'on invente plein de trucs, ce pendule inverse, etc. Mais le résultat, c'est que c'est hyper simple. La deuxième simplification, c'est que le robot, il ne prend pas n'importe quel objet. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des gens qui font des robots humanoïdes, ils vous vendent l'idée que le robot, il est capable de prendre n'importe quoi. Prendre votre café brûlant sur la table, prendre la bouteille d'eau qui est restée ouverte, prendre, je sais pas, le vase qui est pas vide, etc. Et en fait, il y a des objets que vous voulez bien qu'ils prennent, mais il y a des objets que vous voulez certainement pas qu'ils prennent. Surtout si vous savez qu'il n'y arrivera que 70% du temps. Donc, pour moi, la saisie d'objets quelconques est une surpromesse. C'est de la poudre aux yeux qu'on envoie aux gens. Donc nous, on a décidé, en simplification radicale, de ne prendre que des objets qui sont dédiés. C'est-à-dire, c'est une petite poignée. Cette poignée, elle s'attache à un plateau, à un panier, à un chariot et à plein d'autres accessoires. Ça peut être des capteurs, ça peut être des jouets, j'en sais rien, une fleur. et le robot ne peut prendre que ça. Alors, c'est simplificateur pour le robot, évidemment, parce que du coup, on sait qu'on peut prendre cet objet-là, donc on va y arriver 100% du temps, mais c'est simplificateur aussi pour l'utilisateur, parce que du coup, lui, quand il regarde son environnement, il sait quels sont les objets qui vont être amenés à se déplacer, d'une part, et d'autre part, il peut faire ce qu'on appelle de la programmation par interaction naturelle. Alors ça, c'est très simple, hein. C'est, imaginez-vous, vous êtes dans un contexte, vous avez un panier qui est là, et c'est, je sais pas, le panier de bonbons. Donc vous dites au robot, ça, c'est le panier de bonbons. Donc lui, il va se souvenir que la poignée là, c'est la poignée du panier de bonbons. Et après, vous allez pouvoir le configurer autour de ça. Vous allez lui dire, tous les jours à 17h, je veux que tu mettes le panier de bonbons dans la chambre de David. Voilà, vous dites ça, et bien tous les jours, le robot, il essaiera de trouver la poignée qui va bien pour la prendre, donc en l'occurrence le panier, et puis ensuite la déplacer dans la chambre de David. Et donc l'idée, c'est que les aides-soignantes, les infirmières et tout le personnel d'un hôpital, mais pas seulement, hein, j'ai dit restaurant, etc., puissent eux-mêmes configurer le comportement de la machine à partir d'ordres simplement constitués. Alors,
On vous comprend bien la promesse. Maintenant, en termes de robotique, on sait qu'il y a souvent un gap entre la promesse et puis le résultat final. Elon Musk a présenté récemment son robot. Bon, il y a un petit peu de déception parce qu'on voit que c'est pas exactement ce qui avait été vendu au départ. Vous en êtes où ? Ouais, alors la surpromesse dans le cadre de la robotique humanoïde, il suffit pas d'en faire pour en faire, si vous voulez, parce que la forme même induit un espoir d'usage que le robot n'est pas capable d'atteindre. Et donc c'est pour ça que tous les gens qui font des robots hyper réalistes, à la limite avec des pods, ça c'est horrible, qui font ce genre de choses, ils tombent dans l'écueil de cette surpromesse, qu'ils le veuillent ou non. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a basé le design de ce personnage sur des animaux sympas. Il parle pas beaucoup d'ailleurs, ce robot. Il est pas tant dans sa compréhension du monde. Et d'ailleurs, il vient d'un autre monde. Il y a un film de dessin animé qui l'accompagne, qui l'explique bien. Il vient d'un autre monde qui n'est pas constitué comme le nôtre. Donc déjà, il y a ce décalage par rapport à l'espèce humaine qui invite à redistribuer les cartes de qu'est-ce qu'il fait exactement, on ne sait pas, on va le découvrir. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a passé beaucoup de temps à justement ne pas tomber dans la surpromesse. Donc ne pas promettre d'être capable d'aller n'importe où. Regardez, il a une boule, il ne sera pas capable de monter les escaliers. Elon Musk, il vous dit que le robot qu'il a fait, il le fait pour monter des escaliers. Et je suis bien placé pour vous le dire, des humanoïdes, j'en ai fait pas mal. Et la promesse, c'est ça. Nous, non, on veut déjà que le robot il soit utile dans un espace plat, ok, s'il faut on en mettra d'autres. Déjà utile là, et ensuite on verra. Déjà, résolvons ce problème. Pareil pour les objets, je vous ai dit, il ne prend pas n'importe quel objet. Et puis de la même manière, je ne vous promets pas comme ChatGPT que ce robot il sera capable de parler de tout et n'importe quoi. Non, il sera capable de parler de poignées, il sera capable de parler de l'environnement et il sera capable de parler des gens. C'est à peu près, en fait, c'est tout ce qu'il peut faire et pas plus. Jérôme Monceau, mais d'un point de vue technique, il y a encore plein de défis à relever, j'imagine. Ah oui, ça n'empêche pas que faire ces simplifications radicales que je vous mentionne depuis tout à l'heure, c'est parfois se confronter à des difficultés qui sont énormes, que les autres ne voient pas encore parce qu'ils sont pas vraiment dans la réalité du déploiement. Dans ma carrière, j'ai déployé des dizaines de milliers de robots, donc je sais ce que c'est que d'être dans la réalité face à des utilisateurs qui n'ont pas nécessairement compris ou un robot qui s'est pas nécessairement bien fait comprendre et ce que ça peut introduire comme risque industriel, comme grande problématique. Et ça c'est un vrai enjeu. Déjà rien que faire ça sur un périmètre fonctionnel limité et déterminé, c'est déjà un énorme enjeu. Il va falloir qu'on débarque des plastiques innovants, il va falloir qu'on trouve des matériaux qui incluent une dimension écologique dans le design. Il faut qu'on inclue des problématiques comme la réparabilité. Ça c'est un truc dans les robots, on s'en est jamais vraiment occupé, mais là maintenant ça devient important, notamment pour éviter le désastre écologique dans lequel on est en train de se précipiter, de démonter les bras, être capable de changer la boule, la nettoyer peut-être, c'est important. Et puis peut-être des choses beaucoup plus triviales, je dirais, mais des questions d'autonomie, de perception du monde extérieur, de la reconnaissance vocale, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Alors c'est vrai que c'est des technologies qui se sont rendues assez quotidiennes pour nous. La reconnaissance vocale, on l'utilise dans nos téléphones ou dans les smart speakers. Mais quand on a affaire à un robot qui bouge, qui lui-même génère son propre bruit, qui entend les bruits qui viennent d'un peu toutes les directions, vous pouvez être loin ou proche. Enfin voilà, il y a plein de conditions différentes. Ça fait que l'implémentation déjà, elle est très différente des implémentations standards. Et ensuite, de toute façon, ça reste compliqué. Aller mettre des micros proches de coques plastiques qui résonnent, qui vibrent, avec des manipulations, avec des contacts qui se font avec l'extérieur, ça reste compliqué. Ça nous demande de débarquer des algos pour certains qui existent. Et d'ailleurs, en France, là aussi, on a un savoir-faire qui est bon, mais aussi d'en inventer, d'en créer des nouveaux et de se saisir des objets, des outils qui ont bien changé là depuis une dizaine d'années, entre tout ce qui s'est passé avec le Deep Neural Network et tout ce qui se passe avec les GAN, donc les Generative Adversarial Network. C'est vraiment une redistribution des cartes complète. Mais ça n'empêche que là, maintenant, j'ai la conviction que cette forme de robotique si originale que nous faisons, elle a la possibilité de venir parmi nous et d'exister à une grande échelle. Merci beaucoup, Jérôme Monceau, fondateur de Enchanted Tools. Je vous le disais dans le sommaire, 54 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits chaque année dans le monde. Et pour une grande part, ce sont des ordinateurs mis au rebut. Comment réduire cette pollution ? Eh bien, si la solution c'était de ne plus utiliser d'ordinateur, mais de se servir à la place uniquement de son smartphone.
Alors vous allez me dire, oui, mais un smartphone, ça a un gros processeur et une grosse mémoire aujourd'hui. C'est vrai, mais l'écran et le clavier sont bien trop petits. Eh bien, la start-up française Miraccess a développé des systèmes, en fait, pour transformer un smartphone en ordinateur. Et elle se bat pour qu'un jour, on laisse complètement tomber le bon vieux PC. Utopie ou réalité ? J'ai rencontré le fondateur de Miraccess. Bonjour Yannis Santer. Bonjour. CEO de Miraccess, votre société créée à Lyon, aujourd'hui domiciliée à Strasbourg. Oui. Yannis, est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui utiliser son smartphone en guise d'ordinateur ? Ben effectivement, oui. Oui, je répondrai avec un grand oui. C'est vraiment ce qu'on propose à Miraccess. On propose un avenir différent de celui qui est présenté aujourd'hui. Un avenir où seul le smartphone servirait d'ordinateur et où on viendrait, avec nos solutions, augmenter les capacités, les possibilités avec son smartphone pour en faire un vrai PC à part entière pour pouvoir l'utiliser. Alors on va voir en détail de quelle manière, mais pourquoi en fait ? Parce que bon, aujourd'hui les ordinateurs coûtent pas cher, les smartphones un peu plus, mais voilà, on a plein d'équipements à disposition. Ouais, ben justement, on a trop d'équipements. Et notre volonté, c'est justement de réduire le nombre d'équipements pour n'avoir qu'un seul vrai processeur, ordinateur, le smartphone, qui servirait d'unité centrale, et venir l'accompagner d'appareils passifs, d'accessoires passifs, donc nos solutions, le Mirabook qui transforme le smartphone en PC portable, et le Miradock qui transforme le smartphone en PC de bureau. Et l'avantage de passer dans cette solution mobile only, la convergence mobile, c'est vraiment d'entrer dans une ère de rationalité économique et écologique. Économique parce que finalement, on n'a plus qu'un seul vrai PC à acheter. Les accessoires passifs qu'on propose sont à tarif réduit par rapport à de vrais appareils. Et puis écologique puisque on a fait une étude d'analyse cycle de vie sur le Mirabook uniquement. Et rien qu'avec ça, on est capable de réduire les émissions de CO2 de 56% par rapport à un PC portable. Donc, c'est juste en prenant en compte la production, la fabrication du PC, etc. De l'approvisionnement des composants, ouais. À la production, à l'acheminement dans un pays comme la France, à l'utilisation à la fin de vie. Donc, alors, toute la vie du produit. Donc, très concrètement, comment fait-on ? Eh bien, on utilise au choix l'un de vos deux produits. Le premier, à partir duquel vous êtes lancé dans l'aventure. On va commencer par celui-là. Le Mirabook, c'est donc un accessoire qui transforme un smartphone en ordinateur portable, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, au niveau de la compatibilité, on va être sur des téléphones haut de gamme de certaines marques. Il y a... Bon, c'est de l'Android, j'imagine. C'est de l'Android pour le moment. Oui. C'est des téléphones avec de l'USB-C 3.0, donc le connecteur le plus cher forcément pour les constructeurs, mais le plus abouti. Et puis, il faut aussi une solution logicielle, un mode bureau Android, c'est-à-dire changer l'interface pour avoir une interface comme sur un PC Windows. Ouais, mais le Mirabook, l'appareil que vous fabriquez, que vous produisez, ça ressemble à un ordinateur portable. On l'ouvre en deux, écran, clavier, sauf que c'est pas un ordinateur portable. Ouais, la catégorie exacte, ça serait un lapdock, qui est la contraction entre laptop et dock. Et l'objectif, c'est d'offrir tout le confort d'un PC portable, mais à partir de son smartphone. Et vraiment, nous, en interne à Miraccess, on utilise cette solution et on prouve que c'est viable. Ouais, véritablement, au jour le jour, il n'y a aucun moment où vous vous dites « Ah, mais là, j'aurais besoin quand même d'un vrai ordi ». Très sincèrement, ça arrive. Bien évidemment. Quand on utilise des logiciels très gourmands, je sais pas, du montage vidéo, des choses comme ça, probablement. C'est ça. Ça arrive parfois qu'on se dise, la solution pour le moment de n'avoir que son téléphone en tant que PC est encore un peu limitée. Simplement, nous, on considère que on est encore qu'au début de cette vision de convergence mobile. On est en train de poser les premières briques. C'est sûr que ça va pas se faire tout de suite, ça va se faire sur 10 ans. C'est un effort de 10 ans, c'est un marathon. Et nous, on est prêt à le faire parce que les enjeux derrière, que ce soit sur le plan sociétal ou écologique, en fait, ils sont immenses. Donc, on se doit d'y répondre. C'est vraiment ça votre moteur aujourd'hui ? Ouais, je pense que, très franchement, la vision actuelle d'avoir plein d'appareils, c'est devenu obsolète. On arrive à des puissances sur smartphone qui sont quand même
assez dingue, quoi. Moi, j'ai un smartphone avec 12 Go de RAM. C'est un haut de gamme, certes, mais le haut de gamme d'aujourd'hui et le Avec de bas de gamme de l'accélération demain, graphique, avec tout ce qu'il faut, du Voilà. stockage. je crois qu'un smartphone haut de gamme aujourd'hui est équivalent à 10 fois une PlayStation 3 en termes de puissance graphique, par exemple. Ouais. C'est un comparatif. Mais on a des smartphones qui sont plus puissants que des PC portables qu'on achète à 500, 600 euros. Donc il faut véritablement valoriser cette puissance et en faire quelque chose, parce que sinon c'est de l'argent gâché quand on achète un téléphone à 1000, 1500, 2000 euros pour juste jouer à Candy Crush. Et puis aussi Ça sert pas qu'à ça quand même. c'est un gâchis de puissance. Bon, on en connaît des gens qui ont des super téléphones dernier cri qui en font pas grand chose parce qu'ils ont pas la possibilité. Bah oui, c'est-à-dire que ne serait-ce que dès qu'il y a à faire, je sais pas quoi, de l'Excel, du PowerPoint, etc., hop, on passe plutôt sur l'ordi. Donc là, l'idée, c'est de ne jamais quitter véritablement son smartphone. A priori, c'est encore plus facile d'avoir tout le temps, toute sa vie numérique, entre guillemets, sous la main, dans un seul appareil. Le seul appareil qui n'est jamais éteint, c'est le smartphone. Notre PC portable, on va l'éteindre. La tablette aussi, on l'éteint quand même quand elle n'a plus de batterie. Mais le smartphone, c'est toujours un appareil qui est constamment allumé, constamment dans notre poche ou à proximité, parce que véritablement, il y a notre vie numérique dessus. Ouais. Et donc là, on offre la possibilité d'étendre, on offre une continuité en fait dans l'utilisation. Là, sur les 10 dernières années, les usages sur PC portable ont été drastiquement réduits. Avant, on allait sur les réseaux sociaux sur notre PC portable, Facebook, il y avait quoi d'autre, Twitter, tout ça. Ouais. Aujourd'hui, on y va sur notre smartphone. Plus personne n'y va sur PC. C'est pareil pour regarder des séries. Aujourd'hui, les gens ils regardent des séries sur des smartphones. Et là, on offre vraiment la possibilité d'augmenter le smartphone pour en faire un PC portable et donc d'avoir une espèce d'appareil ultime. Et la complémentarité avec le cloud, elle est établie puisque avec le smartphone et nos solutions Mirabook, Miradoc, on a un thin client, on a un client léger. On est sous Android, on est capable de faire des choses, des usages légers. En revanche, le cloud, avec des services comme Shadow, comme Citrix, comme VMware, va offrir une vraie complémentarité de puissance et de système d'exploitation pour aller utiliser des Photoshop, des Illustrator, des logiciels lourds sur un système d'exploitation qui le permet et avec un PC beaucoup plus puissant puisque on est sur une grosse carte graphique, un gros processeur que n'atteint pas encore le smartphone. Si on se connecte par exemple à Shadow, c'est ça que vous Voilà. voulez dire. Voilà, Shadow, donc l'offre de cloud, on les a reçus d'ailleurs dans Monde Numérique. Ok, Yannis Santer, Miraccess. Donc évidemment, il y a l'aspect logiciel dont vous venez de parler. Il y a aussi l'aspect hardware. Côté hardware, on a parlé de Mirabook, donc cette station d'accueil qui transforme votre smartphone en laptop, en ordinateur portable. Et puis, vous avez annoncé au CES de Las Vegas, c'est ça votre actu, au mois de janvier 2023, un nouvel accessoire qui permet cette fois de transformer le smartphone en ordinateur de bureau. C'est ça. Nous, on imagine un avenir où on a des Mirabook, des Miradoc à peu près de partout. On a un Miradoc au bureau, on a un Mirabook chez nous, on a un Mirabook qu'on peut trouver dans un café, dans un espace coworking. Ça fait beaucoup de hardware là pour Dans le coup, ça fait beaucoup de matériel. Dans les gares, dans les aéroports. Et en fait, tous ces appareils passifs, ils seront mutualisés. Donc, je vais me déplacer avec mon smartphone de chez moi à mon bureau, je vais docker mon téléphone à mon bureau. Ensuite, je vais aller dans un café, je vais utiliser un Mirabook. Ensuite, je vais aller à l'aéroport pour prendre mon avion, je vais emprunter un Mirabook. Et donc, là-dessus, on permet de finalement faire un peu comme les trottinettes, sauf que on va avoir des appareils... Du free floating de Mirabook. Exactement. Et sauf que là-dessus, on pourrait avoir un impact quand même écologique assez fort, puisque les gens ne posséderaient plus de PC portable à part entière. La vision, c'est ça. On achète un smartphone qui, en plus, durera plus longtemps, parce qu'il dure de plus en plus longtemps. Hein, les smartphones, on peut aller jusqu'à 5, 6 ans, et puis on s'en tiendra à ça. Parlez-moi un peu plus de l'accessoire qui permet donc de se brancher sur un écran, un clavier, une souris sur son bureau. On l'a essayé, je l'ai essayé là, à l'instant, avant de commencer cette interview. Ça a l'air de fonctionner super bien. On branche une alimentation, on branche un câble HDMI relié à un écran, on appaire un smartphone, on appaire une souris et un clavier, hop, on a un ordi en fait. Ouais, exactement. Le Miradoc, c'est la docking station, la station d'accueil ultime pour son smartphone, si on veut travailler, si on veut se divertir avec. Alors, il faut dire une chose quand même, au niveau logiciel, ça reste de l'Android, ce n'est pas du Windows.
Ça reste de l'Android, oui. C'est pas du Windows. Windows, il viendrait avec les solutions cloud dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc, forcément, je peux pas installer le logiciel Windows. Et non, pas encore. Mais je peux accéder à tous les services en SaaS sur le web qui existent aujourd'hui, qui sont quand même de plus en plus nombreux. Oui. Après, Android est le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde aujourd'hui. En mobile. En mobile, Ouais. oui, mais de manière générale. Pour le travail, effectivement, il y a des incompatibilités. Nous, on a beaucoup travaillé en B2B, notamment avec Samsung en tant que partenaire, et on a vu beaucoup de leads qui ont transformé leur infrastructure logicielle en Windows en logiciel Android, qui ont vraiment rendu cette compatibilité possible pour utiliser le smartphone. Merci beaucoup. Et Yanis Hunter, CEO de la société Miraccess. Pour réduire les déchets électroniques, si vous n'avez pas l'intention d'abandonner demain votre ordinateur, eh bien il y a heureusement d'autres solutions qui se profilent. Les constructeurs de PC commencent à plancher très sérieusement sur cette question. C'est le cas notamment de la société Dell, troisième fabricant mondial d'ordinateurs. Dell a annoncé l'an dernier un concept d'ordinateur baptisé Luna, présenté comme biosourcé, économe en énergie et surtout réparable et recyclable. L'objectif de ce projet Luna, c'est de fabriquer des PC ayant une empreinte carbone inférieure de 50% par rapport à celle d'un ordinateur traditionnel. Alors c'est un projet ambitieux, il y a beaucoup de technologie derrière et c'est un projet qui évolue. De nouvelles annonces ont été faites récemment au CES de Las Vegas. On en parle avec un représentant de la marque Dell en exclusivité dans Monde Numérique. Bonjour Karim Belabchi. Enchanté, bonjour. Vous êtes ambassadeur du bureau du CTO chez Dell France. Donc on comprend que vous êtes au cœur de toutes les conceptions de produits techniques chez Dell. Dell qu'on ne présente plus, évidemment, grand fabricant mondial d'ordinateurs depuis de longues années. Bon, alors c'est un vrai, on sent que c'est un vrai défi là que vous vous êtes fixé chez Dell avec ce projet Luna. Expliquez-nous un peu ce que vous voulez faire en fait. En fait, le concept Luna qui est né l'année dernière, qu'on a présenté au CES 2022, c'est une solution technologique qui a vocation à répondre aux enjeux écologiques de maintenant, à savoir un besoin de réduire les matières premières pour concevoir de la technologie, mais aussi répondre à tout ce e-waste, donc cet amas de déchets électroniques qui s'amoncellent et sur lequel on doit apporter une réponse. Donc, concept Luna, c'est réduire, réutiliser, réparer. Et on doit être capable de concevoir un produit qui soit utilisable, réutilisable le plus longtemps possible. Donc ça, c'est la première itération de Luna. Et très récemment, donc Luna, alors il s'appelle Luna Evolution, on pourrait l'appeler Luna 2, mais Luna Evolution, donc l'évolution de Luna, la nouvelle itération de Luna, qui vient amener de nouvelles, des compléments technologiques face à ce produit, cette solution technologique qui doit monter à maturité. Donc, si je peux rentrer un peu dans les détails de Luna Evolution, ce qu'on a ramené de façon supplémentaire à ce concept, l'année dernière, déjà, on est passé de 500 vis à 50 vis. Bon, c'était très bien, ça permettait de le réparer très vite. Là, on est passé à 0. Il n'y a plus du tout aucune vis pour démonter et réparer Luna. Donc, c'est entièrement un système de clips, ce qui permet d'accélérer encore la réparabilité de Luna. En fait, si on réfléchit un peu, si on ne rend pas facile à réparer un produit, il ne sera pas réparé, il sera jeté. Donc, la conception de Luna, c'est de faciliter sa réparation. Donc, 0 vis, très facile à démonter. Si on regarde le temps de démontage d'un portable aujourd'hui, c'est jusqu'à 1 heure pour démonter la totalité d'un ordinateur portable. Luna, c'est moins de 2 minutes. Quand vous dites démonter, c'est un être humain qui démonte ou c'est une machine ? En fait, le fait de supprimer les vis va permettre à un automate de démonter Luna. Alors pourquoi on pourrait dire, mais pourquoi on veut qu'un automate démonte Luna ? Aujourd'hui, on conçoit pas loin de 50 millions d'ordinateurs par an. C'est juste colossal. Donc si on considère qu'une fois qu'on les a produits, on s'en occupe plus, on n'a pas fait notre part du travail. Aujourd'hui, ça représente quasiment 200 000 tonnes de déchets électroniques si on fermait les yeux tous les ans. Donc le fait de se dire que demain, on va être capable d'automatiser au travers d'un automate, donc de la robotique, la récupération de ces machines, la réparation de ces machines, la réutilisation de ces machines
en machine de seconde main. Donc l'automatisation, la robotique, va nous permettre d'adresser cet amas de déchets électroniques. Donc bien évidemment, la robotique est une partie intégrante d'un futur de machines de seconde vie. On sait que le marché y tend, le marché le souhaite, et Luna va rentrer dans ce circuit fermé dans lequel on pourra venir amener ce Luna dans nos factories, on pourrait les appeler comme ça, nos centres de robotique, et ensuite le robot va analyser le Luna. On y a rajouté, et ça c'est le troisième pilier, de l'intelligence artificielle. Chaque composant sera capable de communiquer avec l'automate et lui dire ce composant a été trop utilisé ou pas assez utilisé, donc on peut lui donner une seconde vie, recréer un Luna de seconde main ou être complètement recyclé. Donc de l'intelligence artificielle dans chacun des composants et de la robotique. Donc on peut imaginer demain avoir de gigafactories de recyclage qui seraient presque les usines de demain. Une usine aujourd'hui, c'est des matières premières et un produit fini. Demain, on aurait des usines de seconde main, finalement, qui prennent des Luna de première vie et qui recréent un Luna de deuxième vie en prenant des pièces ici ou là. On voit fleurir des vidéos, j'aime bien les concepts de personnes qui prennent des équipements un peu abîmés et qui en refont 2 ou 3 fonctionnels. Alors, c'est un peu la philosophie de Luna, c'est de récupérer tous ces Luna et d'en créer des nouveaux de seconde vie, et au bout du bout, ce qui est vraiment abîmé, recréer de la matière première pour recréer encore des Luna. Donc, rentrer dans une boucle fermée de réparation et réutilisation le plus longtemps possible. C'est très ambitieux, visiblement, ce projet. Est-ce qu'il va pas coûter 2 fois plus cher avec toute la technologie que vous semblez avoir mis dedans, enfin vouloir mettre à l'intérieur? Alors, c'est possible. Alors, souvent, le rationnel économique, quand on crée un futur, c'est que le démarrage est une équation économique pas forcément satisfaisante. Donc, peut-être que le ticket d'entrée va être un peu plus élevé. Mais c'est peut-être l'effort qui va être demandé à tous pour dire rentrons ensemble dans une économie durable. Donc peut-être que le ticket d'entrée va augmenter un peu, mais l'objectif c'est que si on arrive à massifier ces millions de tonnes de produits de première vie et lui donner une vie longue, durable, on est assez confiant, nous sommes assez confiants que au final on aura quelque chose de positif d'un point de vue économique. Ensuite, Luna Evolution, il est conçu en étant un peu plus simple que Luna première génération. Donc, on est revenu sur des choses plus pragmatiques. On a ramené la carte mère sous le clavier. On est revenu à une ventilation active. Donc, des choses peut-être un peu plus simples pour justement nous proposer le plus rapidement possible. Alors, j'ai pas encore de date à communiquer, mais le plus rapidement possible, le concept Luna au marché. Mais quand vous dites recycler à l'infini, d'une certaine manière, c'est un peu ça l'idée. Oui. Qu'est-ce que vous faites de la question de l'évolution technologique? Parce que bon, une carte graphique d'aujourd'hui, dans 10 ans, elle sera complètement dépassée. Oui. Est-ce qu'on peut recycler à l'infini? Alors justement, dans la conception, si on prend par exemple les plaques d'aluminium qui forment le châssis, aujourd'hui on a de l'aluminium à faible impact carbone avec de l'énergie hydroélectrique. Demain, un nouveau Luna sera fait avec des morceaux de Luna de première génération. Donc on va réutiliser du Luna pour faire du Luna. Et si je prends par exemple la carte mère, qui est justement un peu la carte graphique obsolète, pour reprendre votre exemple, on l'a fait en fibre de lin. C'est-à-dire qu'une fois que chacun des composants a atteint son cycle de vie et n'est plus réparable et réutilisable, on la met dans l'eau, elle est hydrosoluble. Tout simplement. Et donc, on va pouvoir... la carte, sans les composants. Sans les composants. Donc, les composants, on les aura démontés, réparés ou réutilisés, et ensuite, la carte mère sera complètement hydrosoluble, et donc, on aura un déchet écologique en moins. D'accord. Vous avez quand même soulevé un point, là, vous dites on fait l'impasse sur certaines choses, la ventilation passive, qui sont des choses comme ça, qui sont quand même des marques d'avancée technologique. Est-ce que du coup, c'est pas un retour en arrière technologiquement, ce type d'appareil? Alors, pas forcément. En fait, ce qui est bien avec Luna dans son concept, c'est qu'on le fait ensemble. C'est-à-dire que Dell fait une proposition, c'est le Luna 1, et ensuite on discute avec le marché, et puis le marché nous dit il faudrait peut-être un peu plus de connectivité, un peu plus de performance, un peu plus de ceci, de cela, et donc on écoute, et donc on est arrivé à une nouvelle itération. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on a une itération 2, et Luna Evolution, que Luna 1 va pas sortir. Sauf que pour sortir Luna 1, donc une solution passive avec une technologie de carte mère derrière l'écran, il nous faudra encore un peu de R&D, donc un peu plus loin.
mais on va bien avoir des différentes itérations de Luna, peut-être un Luna très performant avec cette ventilation active, un Luna peut-être un peu moins performant, ou avec une technologie qui n'est pas encore disponible aujourd'hui, mais qui peut-être en 2025, 2026, sans m'engager bien évidemment, pourrait être disponible et produire un Luna de première technologie. Merci beaucoup, Karim Belabchi. Je rappelle que vous êtes CTO ambassador chez Dell France. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces interviews comme d'habitude à partir de lundi prochain sur le fil du podcast Monde Numérique. Interview par interview dans des épisodes séparés. C'est la règle sur Monde Numérique. Je vous donne également rendez-vous mardi 31 janvier 2023 pour le premier numéro d'Objectif 2050, cette nouvelle série spéciale consacrée aux innovations au service de l'environnement. Et puis n'oubliez pas la radio Monde Numérique que vous pouvez retrouver sur le site mondenumérique.info, également sur radiomondenumérique.info avec les différents liens d'écoute, mais également sur l'application Radio King ou Radio Line. Voilà, c'était Monde Numérique l'hebdo numéro 76. J'étais ravi de passer avec vous. C'est plus de 40 minutes aujourd'hui, un épisode un peu long. Portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.